Donc, on a une celloblastule qui est formée par une couche unique de blastomère entourant une cavité interne appelée blastocèle. Cette celloblastule est libre, elle peut nager grâce à ses cils. Et durant son déplacement, elle va subir alors la gastrulation. La gastrulation de l'oursin est caractérisée par l'apparition des mouvements cellulaires coordonnés, qu'on appelle mouvements morphogénétiques, bien sûr par la mise en place de 3 tissus fondamentaux, l'ectoderme, le mésoderme et l'endoderme, l'ectoderme qui formera l'épiderme, le mésoderme qui donnera naissance aux mésenchymes primaires et secondaires, et l'endoderme qui formera la paroi du tube digestif. Il y aura aussi l'apparition de l'arc enterrant, qui est une sorte de cavité digestive primitive. Comment s'effectue alors cette gastrulation? Au début de la gastrulation, il y aura une perte de l'aspect globuleux de la blastula. Comme vous voyez ici, on a le diagramme d'un embryon au début de la gastrulation, et cet embryon a perdu l'aspect globuleux de la blastula. Les cils du pôle animal vont devenir plus longs, formant une touffe apicale, et au niveau du pôle végétatif, l'embryon va s'aplatir, comme vous voyez ici. Il y aura ensuite le premier mouvement morphogénétique de la gastrulation, qui est l'immigration ou ingression-émigration. Comment s'effectue cette immigration? Les micromères du pôle végétatif, ici en couleur rose clair, ces micromères, elles vont quitter leur place dans l'épithélium. Donc, elles vont sortir de l'épithélium, sortir de leur état épithélial et se disperser dans le blastocèle. Donc, elles deviennent des cellules mésenchymateuses. Ces cellules vont ensuite migrer latéralement. Elles vont ensuite se positionner en position latérale, à droite et à gauche de l'embryon, pour former le mésenchyme primaire. On a donc bien l'ingression des micromères qui quittent leur position, qui entrent dans le blastocèle, qui migrent vers les positions latérales, et en position latérale, elles vont former le mésenchyme primaire. Ces cellules du mésenchyme primaire sont à l'origine du squelette de la larve. En fait, elles vont former les spicules. Ces cellules vont sécréter du carbonate de calcium qui va former les spicules qui forment le squelette de la larve. On les verra ensuite dans d'autres figures. Ce diapositive est un diapositive annexe et qui ne fait pas partie de votre cours. Vous pouvez l'utiliser seulement pour mieux comprendre le premier mouvement morphogénétique de la gastrulation, qui est l'immigration. Vous avez une vraie figure ainsi que d'autres diagrammes qui expliquent ces différents mouvements avec les légendes correspondantes. Donc, rapidement, on a les micromères du pôle végétatif qui vont quitter leur position et entrer dans le blastocèle. Voilà, en jaune, ou les cellules marquées par l'étoile jaune qui montrent un micromère en train de quitter le pôle végétatif et entrer dans le blastocèle. Donc voilà, ici, on a des cellules mésenchymateuses. Alors, ces micromères sont devenues des cellules mésenchymateuses dans le blastocèle. Ces cellules, une fois dans le blastocèle, elles vont migrer vers les côtés latéraux, donc à droite ou à gauche,
pour se positionner latéralement et former le mésenchyme primaire, comme on voit ici. Il y a un autre point qui ne figure pas dans votre cours, la formation des phylopodes par ces cellules mésenchymateuses primaires. Ces cellules mésenchymateuses primaires sont capables de produire des projections cytoplasmiques, des phylopodes, et ces phylopodes seront utilisés pour s'orienter. Donc, les cellules du mésenchyme primaire vont utiliser les phylopodes pour s'orienter dans l'embryon, pour connaître la position de l'embryon et ses différentes orientations, le côté dorsal, le côté ventral, etc. Notez bien aussi que donc, les cellules du mésenchyme primaire occupent toujours l'hémisphère végétatif. Elles ne vont pas aller dans l'hémisphère animal. Et ces phylopodes sont différents des autres phylopodes que vous verrez après. Là, ce sont les phylopodes formés par les cellules du mésenchyme primaire qui servent seulement à l'orientation. Les autres phylopodes formés par d'autres types de cellules que vous verrez après vont servir aussi à l'élongation de l'arc entérant, comme vous verrez plus tard. Ce n'est pas le cas de ces phylopodes du mésenchyme primaire. On passe maintenant au deuxième mouvement morphogénétique de la gastrulation, qui est l'embolie ou l'invagination. Rappelez-vous que l'embolie ou l'invagination, elle va se dérouler dans la partie végétative de l'embryon, donc dans l'hémisphère végétatif. Et on parle alors essentiellement des macromères végétatifs 2. En fait, il est à noter que si vous trouvez écrit VG ou VEG, ça veut dire végétatif. Les deux sont valables. Donc, rappelez-vous que les micromères, qui étaient déjà dans le pôle végétatif, ces micromères ont quitté le pôle végétatif avec le premier mouvement morphogénétique de la gastrulation pour former les mésenchymes primaires. Donc, dans le pôle végétatif, il ne reste maintenant que les cellules ou les macromères végétatifs 2. Ces macromères vont subir une invagination ou inflexion. Donc, on a une invagination du pôle végétatif. Ces cellules ou ces macromères vont pousser vers l'intérieur, toute cette partie vers l'intérieur, vers le blastocèle et vers le pôle animal. Voilà, donc on a les macromères du pôle végétatif, ces macromères qui vont faire une invagination, comme on voit ici. Donc cette invagination, elle va progresser petit à petit. On va voir tout d'abord la formation du début de l'arc entérant. N'oubliez pas que l'arc entérant, c'est une cavité digestive interne, c'est la cavité qui sera à l'intérieur de l'embryon et qu'on va appeler le tube digestif primitif de l'embryon une fois qu'il est complet. Et son ouverture vers l'extérieur est le blastopore. Donc, on a invagination des cellules végétatives 2 ou des macromères végétatives 2. Cette invagination, à la fin, elle va conduire à la formation de l'endoderme du tube digestif primitif, l'arc entérant, on verra bien. Donc, suite à l'invagination et à la formation du premier bout de l'arc entérant, il y aura ensuite élongation de l'arc entérant et aussi formation du mésenchyme secondaire, comme on va voir dans la suite. Commençons par l'élongation de l'arc entérant. Comme vous voyez dans ces diagrammes, on a l'arc entérant qui s'allonge petit à petit au cours de la gastrulation. De quoi dépend cette élongation? Cette élongation dépend de l'aplatissement des cellules qui forment la paroi de l'arc entérant. Donc, il y aura des cellules qui vont s'aplatir et qui vont pousser vers le haut l'arc entérant. Mais cette élongation de l'arc entérant, elle dépend surtout des phylopodes, les phylopodes qui sont émises ou émis par
les cellules qui se trouvent à l'apex de l'arc-entéron. Donc, on a là l'arc-entéron qui est en train de naître, avec ses parois ou avec sa paroi. À la tête de cette paroi, il y a des cellules qui vont émettre des projections cytoplasmiques, qu'on appelle philopodes aussi, et ces projections cytoplasmiques, ces philopodes, vont alors se diriger pour toucher le toit du blastocèle. Une fois qu'elles arrivent au toit du blastocèle, ces philopodes vont se contracter et en se contractant, elles vont alors pousser l'arc-entéron ou la paroi de l'arc-entéron, surtout son apex, vers le haut. Plus ces philopodes se contractent, plus ils vont pousser l'arc-entéron vers le haut, et plus on aura alors une élongation de l'arc-entéron, comme vous voyez ici. Ensuite, il y aura formation du mésenchyme secondaire et des vésicules célomiques. Pendant que l'arc-entéron s'approche du pôle animal, les cellules qui se trouvent à l'apex de l'arc-entéron vont réduire leurs philopodes. Ces cellules vont ensuite se détacher de l'endoderme qui forme l'arc-entéron, et vont se disperser dans le blastocèle. Comme on va voir ici, dans cette figure qui figure dans votre polycope, et qui est plus facile à expliquer. Donc, vous avez les cellules qui se trouvent ici à l'apex de l'arc-entéron, qui avaient des philopodes. Elles vont réduire et perdre leurs philopodes, et ensuite, ces cellules vont donc se disperser, se détacher tout d'abord de cet endoderme qui forme l'arc-entéron. Donc, voilà l'endoderme qui forme l'arc-entéron. Et ces cellules-là, elles vont alors se détacher et sortir et se disperser dans le blastocèle, comme vous voyez ici. Donc, elles vont se disperser dans le blastocèle et elles vont conduire à la formation du mésenchyme secondaire, que vous voyez ici, formé par des cellules donc de cellules mésenchymateuses secondaires dispersées dans le blastocèle, dans cette partie de l'embryon. Mais il y aura aussi la formation de deux vésicules célomiques latérales. Voici une et voici l'autre vésicule célomique, qui sont en position latérale, qui sont proches du pôle animal bien sûr, qu'on appelle aussi les vésicules entérocélomiques. Donc, le mésenchyme secondaire va dans la suite plus tard donner les cellules musculaires qui seront autour du tube digestif et les différentes cellules sanguines ou pigmentaires et d'autres types de cellules qui sont dans le célome. Et les vésicules entérocélomiques vont former le célome de la larve qui va se former suite à cette gastrulation. Donc, après la formation des vésicules mésodermiques, on a l'endoderme ici en vert qui forme la paroi de l'arc-entéron. On a le blastopore qui est la position de l'anus. Et on a la bouche qui va se former du côté opposé du blastopore et qui va ensuite fusionner avec l'arc-entéron et l'anus pour former un tube digestif continu. Comment se forme cette bouche? On va utiliser un autre diagramme ou ces deux diagrammes pour mieux expliquer. Il y a une région qu'on va appeler région orale de la gastrula qui va s'aplatir, c'est vers cette position-là, proche du pôle animal. Donc voilà, cette région qui s'aplatit, ici la région s'appelle dépression stomodéale. L'apex de l'arc-entéron alors, qui est là, il va se diriger ou s'infléchir et se diriger vers l'épiderme
de la dépression stomodéale pour fusionner ensuite avec cette dépression et alors on a l'ouverture de la bouche. Et on a alors la formation d'un tube digestif complet, bouche, arc enterrant et l'anus qui est du côté du blastopore. Donc, n'oubliez pas que le blastopore a donné naissance à l'anus tout d'abord, avant la bouche. Donc, l'oursin est un animal deutérostomien, c'est-à-dire que la bouche se forme en deuxième temps, après l'anus. Je vous ai parlé des spicules, et voici les spicules, en jaune ici, donc, qui sont formées par les sécrétions des cellules du mésenchyme primaire. Et voilà ces spicules qui vont former le squelette de la larve. Vous notez ici qu'on a la larve qui a une forme plus prismatique, qui est due aussi aux spicules. Donc ici, on a ce que je viens d'expliquer de formation de la bouche. Donc voilà, on a d'un côté proche du pôle animal et qui est presque à l'opposé de l'anus ou du blastopore, on a la formation de la bouche et la formation d'un tube digestif complet. Donc, la gastrulation s'achève avec la mise en place de 3 feuillets embryonnaires et l'acquisition d'une symétrie bilatérale par la larve. On a alors le feuillet externe qui est formé par l'ectoderme, qu'on voit ici en bleu, qui est formé à partir des régions animal 1, animal 2 et végétatif 1, et qui donnera ensuite l'épiderme, qui est la couche externe de l'animal. On a ensuite l'endoderme, qui est la couche la plus profonde, ou le feuillet interne, formé aussi à partir de la région végétative 2, et qui va ensuite former l'épithélium du tube digestif. Donc, voilà l'endothélium qui est en vert. Et à l'intérieur, on a le tube digestif. Le mésoderme, la partie ou le feuillet intermédiaire qui se retrouve entre l'ectoderme et l'endoderme et qui est ici en rose. Donc, lui, il a pour origine les micromères et la région végétative 2 et les micromères qui ont donné le mésenchyme primaire, les végétatifs 2, le mésenchyme secondaire et les vésicules célomiques. Et ces parties-là, donc, se trouvent dans les espaces, ici en rose, les espaces qui sont laissés libres entre l'épiderme, en bleu, et l'endoderme, qui est en vert. Le mésenchyme primaire a donné les spicules, comme on a vu avant. Le mésenchyme secondaire donnera le système circulatoire et d'autres cellules, comme les cellules musculaires, qui vont se retrouver autour du tube digestif. Et les vésicules célomiques, qui vont donner donc le célome, et le système aquifère, qui est un système de circulation d'eau à l'intérieur de l'animal. Sur ce diapo, je vous ai mis les différents diagrammes qui ont expliqué ou qui expliquent la gastrulation dans votre polycope, l'un après l'autre. Vous avez ici un autre exemple de diagramme expliquant la gastrulation et qui arrive à la forme prismatique de la gastrula. Ici, on a des photos vraies, des coupes, toujours des coupes méridiennes. Et là, ce que j'ai utilisé aussi pour étudier la gastrulation, on a les différentes étapes, des figures que je trouve intéressantes et que j'ai utilisées pour expliquer les différents mouvements. Ces figures sont prises de la page de l'Université Sorbonne. Je vous conseille d'y jeter un coup d'œil.
On passe maintenant à l'organogenèse chez l'oursin. On va faire juste un aperçu rapide. On va regarder surtout la formation de la larve Echinopluteus. Donc, durant la gastrulation, il y a eu un changement d'allure générale de l'embryon qui a conduit à une gastrula qui a une forme prismatique, aidant ainsi à établir l'axe antéro-postérieur. Il y aura ensuite la formation de deux bras oraux-ciliés autour de la bouche et de deux autres bras ano-ciliés, donc deux bras autour de l'anus qui est de l'autre côté, qu'on ne la voit pas vers nous. Ces bras sont soutenus par les spicules calcaires, vous vous rappelez bien, qui sont formés par les cellules du mésenchyme primaire. Ces cellules vont sécréter du carbonate de calcium qui formera les spicules calcaires qui forment le squelette de la larve et qui ont un rôle important dans la natation des larves. Donc, on a une larve Echinopluteus qui s'est formée. Cette larve a une forme prismatique, elle a une symétrie bilatérale, et elle est formée 2 à 3 jours après la fécondation de l'œuf, donc une formation rapide. Ici, vous avez un diagramme montrant une vue externe ventrale de la larve Echinopluteus. Donc, on a le stomodium qui est la bouche avec les deux bras oraux, ciliés. On a l'anus qui est de l'autre côté, c'est pourquoi il y a des pointillés, et qui est entouré par deux bras anaux, ciliés aussi. On a les spicules qui vont former le squelette de la larve et qui vont aider la larve à nager. Et ici, on a la coupe latérale de la larve Echinopluteus. Vous voyez l'épiderme en bleu, en rose le mésoderme et en vert l'endoderme qui entoure le tube digestif à l'intérieur, qui est un tube digestif continu. Et les cils qui étaient sur tout le corps ou tout le long du corps, ces cils vont disparaître et ils ne vont rester qu'autour de la bouche. Donc, voilà le cycle de vie de l'oursin. On a tout d'abord la fécondation de l'œuf, la segmentation qui va conduire à une jeune blastula tout d'abord et ensuite une blastula qui est capable de nager parce qu'elle possède des cils. Cette blastula qui est en train de nager, elle va ensuite subir la gastrulation conduisant à une gastrula qui a une forme prismatique à la fin. Cette gastrula prismatique, elle va ensuite subir l'organogenèse pour donner tout d'abord le gène Pluteus. On voit ici les 4 bras qui se forment et la larve Pluteus adulte avec les 4 bras. En allant plus loin, ça va donner une larve à 8 bras. Ensuite, il y aura cette larve qui va se sédentariser, c'est-à-dire qui va se laisser tomber au fond de la mer et se fixer, donnant un oursin jeune, pour ensuite un développement. Donc cet oursin jeune va se développer ensuite en un oursin adulte qu'on voit ici. En plus des figures de votre polycope, j'ai utilisé aussi des figures de l'université Sorbonne que vous pourriez trouver sur l'adresse internet marquée ici. Donc bon courage et à la prochaine.